Merci de nous rejoindre pour cette troisième et dernière partie de l'Africa News. Nous sommes toujours en compagnie de Pape Kabo, analyste politique, Simon Tedga, consultant en politique et stratégie de défense, également écrivain, John Haïté Dossavi, président et fondateur du RAPEC. Tout de suite, notre Zoom société. Et aujourd'hui, on parle culture. Comment sauvegarder mais aussi promouvoir les cultures africaines? C'est tout l'enjeu de la journée mondiale de la culture africaine. La première édition a pu se tenir cette année. Cette journée, c'est en fait la concrétisation de la charte de la renaissance culturelle africaine adoptée il y a 12 ans par l'Union africaine. John Haïté Dossavi, vous êtes justement à l'origine de ce projet, mais on va regarder le sujet qui a été consacré à cette journée culturelle. On en parle juste après. C'est un sujet signé Sharon Kamara. Valoriser la culture africaine, faire la promotion de sa richesse et de sa créativité, tel est l'objectif de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Cet événement est l'une des recommandations fortes issues du premier congrès panafricain sur la place de la culture dans le développement de l'Afrique. La JMCA se veut comme une tribune annuelle de réflexion sur la préservation et la promotion des identités culturelles africaines. L'objectif de cette journée, elle est simple. Ce qui veut dire pour nous est que chaque 24 janvier, il faut justement que les filles et fils d'Afrique, les passionnés d'Afrique puissent se souvenir de ce berceau de l'humanité, de d'où ils viennent. D'autant puisque l'humanité vient d'Afrique. Donc nous ouvrons cet espace en disant les filles et fils et les passionnés d'Afrique. La première édition de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante a eu lieu cette année dans la capitale malienne Bamako. L'événement s'est déroulé en présence du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Le thème retenu était diversité culturelle et linguistique, socle du nouveau panafricanisme et de la renaissance africaine. En plus du Mali, plusieurs pays ont participé à cette première édition, comme le Bénin, le Burkina Faso et le Cameroun, mais aussi des pays européens comme la France et la Norvège. L'Afrique est le berceau de l'humanité, elle doit être célébrée par tout le monde. Donc en Belgique, au Liban, nous avons fait le lancement officiel avec les chefferies africaines et les promoteurs entrepreneurs culturels le 24 janvier 2016 à Lomé au Togo. Donc tout ça, ça nous a amené à préparer cette première édition dans plusieurs pays. À l'origine de l'événement, le réseau africain des promoteurs et des entrepreneurs culturels. Fondé en 2007, la structure ambitionne de contribuer à la promotion de la culture africaine en plaçant la culture au centre des préoccupations des dirigeants du continent. Le 24 janvier est la date retenue pour la célébration annuelle de la Journée mondiale de la culture africaine. Alors, les événements autour de l'Afrique et de sa culture sont assez pléthoriques, hein, finalement. John Haïté Dossavi, quelle est la spécificité, la particularité de cette journée que vous avez donc récemment lancée? Alors, je crois qu'il est très important de le souligner que sur notre continent, nous avons aujourd'hui certain nombre de défis à relever. Défis économiques, défis de santé, défis d'éducation, mais tout ça, on peut tout simplement dire que la base, le socle qui constitue, a fait de sorte que nous puissions réussir surtout ou relever tous ces défis, c'est la culture. C'est le fondement de notre société. Et tout à l'heure, en aparté, dans notre échange avec mes débatteurs, bien sûr, on parlait du rôle de la culture dans le développement de certains nombre de grands pays. On a parlé de la Chine, on a parlé du Japon, on a parlé même de l'Europe. Vous imaginez un tout petit peu ici qu'il y a plus de place prépondérante à nos chefferies africaines. Or, ici, par exemple, la Grande-Bretagne, stabilité, la reine est là. Norvège, Danemark, même sur le continent africain, le pays le plus dynamique, c'est le Maroc. Il y a un roi qui est là. Donc, ce qui veut dire quelque part, je crois aussi pour moi, en tout cas pour ce qui concerne moi et mes membres, nous voulons que la culture, avec ses chefs traditionnels,
avec ceux qui sont les garants, les protecteurs de ce patrimoine, puissent jouer un rôle dans le cadre du développement de l'Afrique. Nous avons imaginé un certain nombre d'idées que nous allons développer, si vous le voulez. On pourrait justement vous accorder quelques prémices. C'est que nos chefferies africaines doivent participer à la démocratie et à la vie démocratique de nos pays. Ça veut dire quoi? Un pays comme le Sénégal peut réfléchir et dire, bon, nous allons octroyer 5% de place dans l'Assemblée nationale aux chefferies africaines. Quel sera leur rôle? C'est de participer au débat. Ils n'auront pas le droit de vote parce qu'à partir du moment où ils auront le droit de vote, ils peuvent être corrompus. Et je ne dis pas qu'ils seront faciles à corrompre, mais je peux dire qu'ils peuvent être corrompus. Au-delà aussi de ça, ils peuvent participer à toutes les démarches, être dans toutes les commissions pour apporter leurs éclairages. Au-delà aussi de ça, la culture est une source de revenus, source d'emploi. Ici en France, prenons le cas du ministère de la Culture, qui a l'un des plus grands patrimoines au niveau de tous les ministères. Mais si la France est 5e puissance économique du monde, ce n'est pas parce que la France a assez développé d'autres secteurs d'activité. Le tourisme rapporte énormément à l'État français. Donc le tourisme culturel fait partie justement de ce package dont nous voulons faire la promotion. La culture, c'est un domaine délaissé en Afrique. Vous savez, la culture, c'est le reflet de l'identité. L'identité et la culture vont de pair. Et lorsque vous n'avez pas une identité, en réalité, vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez peut-être même pas d'où vous venez. Donc l'identité est vraiment centrale dans le développement individuel et par voie de conséquence dans le développement des peuples. Or, qu'est-ce qui se passe en Afrique? Il se passe que, prenons quasiment toutes les parties de l'Afrique, nous avons une Afrique francophone, une Afrique anglophone, une Afrique hispanophone, une Afrique, etc., etc. On accorde toujours une autre culture à l'Africain. Ça, je dirais qu'on n'y peut rien. C'est l'histoire. Mais cela ne nous empêche pas aujourd'hui, puisque nous avons les outils pour le faire, de revenir vraiment à notre culture. Et moi, une proposition que je fais sur tous les plateaux de télévision qui ont la gentillesse de m'inviter, c'est de dire qu'il nous faut également en Afrique une langue officielle, internationale, pardon. Internationale, pourquoi? Parce que c'est une langue que nous allons proposer aux autres, surtout. Parce que, imaginez quand nos diplomates vont à l'ONU, ils parlent français ou parlent anglais ou espagnol. Pourquoi à un moment donné, nos diplomates africains ne parleraient pas une langue africaine? Alors, ils pourraient tout simplement parler leur langue? Non, non, une langue non, puisqu'il y en a des milliers. Ah, pardon, oui, la langue... Parce qu'on n'aura pas de traducteurs. Non, je parle du Swahili. Ils peuvent très bien parler Swahili. J'y viens. Donc, moi, il faut une langue. À la limite, si on me dit deux, c'est pas grave. Mais le Swahili a été choisi. Pourquoi ne pas projeter le Swahili sur toutes les écoles, enfin, l'enseigner dans les écoles africaines? Ça ne coûte rien à l'Union africaine. Oui. C'est vraiment une simple recommandation, j'allais dire. Mais enfin, beaucoup plus que ça, parce que c'est politique. Donc, il faut arriver à donner quand même cette consigne-là que les États africains s'approprient au moins cette langue qui a été désignée par les pères de l'indépendance. Pape Kabo. Oui, la culture, le président Senghor, qui est, j'allais dire, un grand-papa, pour nous, pour moi en particulier, la définissait comme étant la chose qui est au début et à la fin de l'histoire des humains. La culture, en fait, chez nous, il faut qu'on cesse de la concevoir comme une activité de divertissement. Si nous voulons la développer, il faut arriver à s'organiser de sorte que si demain j'empruntais de l'argent pour l'injecter dans une activité culturelle, que je retrouve mes billes, si vous permettez l'expression, que ce soit une activité gagnant-gagnante. Promouvoir l'activité culturelle, c'est une combinaison de contributions des acteurs économiques et des acteurs culturels qui fassent qu'on promeut l'activité culturelle africaine, mais que l'investisseur aussi y trouve son compte. Tant que la promotion de la culture africaine est perçue comme une activité ludique, c'est-à-dire un jeu, un amusement, on intéressera peu de capitaux, et sans capitaux, on aura du mal à faire la promotion de notre propre culture. Alors, je crois aussi que l'enjeu est de taille.
Quand on voit aux États-Unis d'Amérique, dans les années début 2010, pendant cette période de crise en 2009, 2010, 2011, l'industrie culturelle a ramené plus d'argent que l'industrie d'automobile. La question que je me pose, je viens d'arriver de Ouagadougou, je profite bien évidemment de votre tribune pour saluer Salfo Soré, alias Diapresse, qui a organisé la 18e édition des Koundé. Vous imaginez qu'il y a eu plus d'une trentaine d'invités. Donc il faut payer l'hôtel, les billets d'avion, c'est un investissement lourd. Mais au-delà bien sûr de ça, qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui vont travailler autour, ils vont gagner de l'argent, ils vont investir dans d'autres secteurs d'activité. Et je crois qu'à partir de ce moment, nous devons penser un peu comme le Brésil de Lula a fait pour donner un coup de fouet à cette économie. Tant que nous parlerons toujours de faire la promotion de la culture africaine, il n'y aura jamais une vision économique de la chose. Mais parlons justement de l'activité culturelle. Zahra, il y a un lien entre l'économie et la culture qui est un lien, à mon avis, qu'on ne peut pas réfuter. Vous savez, quand on dit made in, c'est la culture. C'est ça. Qu'est-ce que les gens achètent en France? Les gens qui ont de l'argent, ils n'achètent pas vraiment le sac Vuitton. Ils achètent le nom. Ils achètent le nom. C'est le nom Vuitton qu'on achète. Il n'y a pas de Made Africa. Il n'y a pas de Made in Africa. C'est dramatique. Il n'y a pas. C'est très dramatique. Il faut qu'on accède à ça, parce que je peux vous dire que la culture, comme il dit, ça produit énormément en économie. C'est vraiment un lien. Ça donne... ça a une participation importante dans l'économie d'un pays. Un dernier mot, John. Ce que je voulais rajouter, c'est que tout est politisé sur notre continent. Quand vous avez une idée aussi importante, vous arrivez dans un pays, la priorité de nos responsables politiques, qu'est-ce que j'y gagne? Oh, c'est l'histoire de la culture, qu'est-ce que ça m'apporte? Mais quand ils s'en rendent compte que, mais tiens, ça peut les amener loin. Bon, moi, je vais jeter un petit pavé dans la Marne parce que c'est quand même très important. Aujourd'hui, nous avons demandé à certains nombre de responsables politiques au Mali de ne pas aller vers l'institutionnalisation de la Journée mondiale de la culture africaine. Ils refutent. Pourquoi ils refutent? Moi, je n'ai pas leur agenda. Mais pourquoi nous, on ne veut pas pour l'instant que ça aille vers l'institutionnalisation? Demain, les gens vont dire, ah, la Journée mondiale de la culture africaine, c'est un événement de l'Union africaine. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore prêts pour que ça soit récupéré par l'Union africaine. Nous voulons que toutes les associations, la société civile s'approprient pour faire de sorte que cette journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, qui sert aujourd'hui de passerelle entre les Africains qui sont dans les Caraïbes, dans les Antilles, puisse se retrouver chaque 24 janvier. Ça, c'est très important comme passerelle. Aujourd'hui, l'Afrique n'a aucun symbole. Notre ambition, c'est de faire de 24 janvier la date où tout le peuple africain puisse se retrouver en immersion, en communion. Donc, prochain rendez-vous. Nous allons vers la création du Made in Africa. Le 24 janvier donc, 2019 pour la deuxième édition donc, de cette journée. On va cesser d'aller dans la deuxième édition. Pourquoi? Parce que nous avons fait un certain nombre de démarches avant le lancement de Compte à rebours, le lancement officiel, et les gens ne comprennent pas. Et au-delà de ça, on nous dit la fête de la musique, on ne dit plus deuxième édition, c'est la Journée mondiale de la culture africaine. Donc nous allons célébrer l'année prochaine l'édition 2019 et ça sera au fur et à mesure pour permettre justement à tout le monde de célébrer. Merci beaucoup parce que vous avez rappelé dans votre documentaire tout à l'heure que l'événement s'est déroulé dans plusieurs endroits. Donc les gens croient que c'est le Mali qui a organisé. Non, ça va faire d'insulte pour tous ceux qui ont organisé l'événement. Il n'y a pas que le Mali, le Cameroun, les rois se sont rassemblés à Yaoundé. Je voulais saluer tous ces chefs traditionnels qui se sont mobilisés au Cameroun pour célébrer la journée mondiale et la diaspora africaine en France. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. John Haïté Dossavi, je rappelle que vous êtes le président et fondateur du RAPEC, le réseau africain des promoteurs, mais tout à l'heure vous m'avez pas dit. Promoteurs et entrepreneurs. Et entrepreneurs d'événements culturels, donc également l'initiateur de cette journée mondiale des cultures africaines. Merci d'avoir participé à cette émission. Un grand merci à vous également, Simon Tedga. Merci d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes consultant en politique et stratégie de défense, également écrivain. Pape Kagbo, merci beaucoup pour vos précisions. Merci Zahra. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain. Bonsoir. Voilà.